Je crois pouvoir dire que la gauche, qui aujourd'hui s'inscrit finalement dans un courant idéologique qui ne date pas d'aujourd'hui, ne croyez surtout pas qu'elle est abonnée à la Bibliothèque Rose. Les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance qui montrent que dans des domaines tels que les violences ou les cambriolages ou les vols à main armée, il y a une explosion de cette délinquance. Je crois que nous avons affaire à une politique qui est parfaitement voulue par Madame Taubira, non seulement Madame Taubira, mais également le Premier ministre. C'est une question simple. Un tribunal juge l'auteur d'une infraction et prononce une peine. Cette peine, le principe, c'est que la peine doit être entièrement exécutée. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. À gauche, on considère que la criminalité est un sous-produit de la misère et que donc l'auteur de l'infraction, qui est victime d'inégalités sociales, est lui-même et avant tout une victime. Oui, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui le plus important pour vous pour améliorer la sécurité des Français? Parce que c'est aussi de cela dont il est question. Il y a un philosophe du XVIIIe siècle, Cesare Beccaria, qui disait « c'est la certitude de la répression qui est importante ». À partir du moment où les délinquants savent qu'ils seront effectivement sanctionnés et que cette sanction sera exécutée, on aura une baisse de la délinquance. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un policier de 36 ans, père de famille, est entre la vie et la mort, après avoir été grièvement blessé par 2 malfaiteurs lors d'une course-poursuite. Le groupe républicain tient à rendre hommage aux forces de l'ordre qui paient un lourd tribut à la lutte contre la délinquance. Madame la ministre, nous apprenons avec stupéfaction que l'un des 2 malfaiteurs qui a succombé à ses blessures avait bénéficié d'une permission de sortie en mai dernier, puis qu'il avait été fiché S en voie de radicalisation et qu'il était en fuite. La colère des forces de police et l'incompréhension des Français est d'autant plus grande que ce permissionnaire affichait à son casier judiciaire pas moins d'une trentaine de condamnations, notamment pour des faits de vol à main armée, violence volontaire, association de malfaiteurs. Madame la ministre, c'est le crédit de la justice qui est en jeu aujourd'hui. Vous ne pouvez éternellement esquiver votre responsabilité en vous abritant derrière l'indépendance des juges. La politique pénale est de votre responsabilité. Les juges, en l'espèce, ne font qu'appliquer les lois. Or, force est de constater que depuis votre arrivée place Vendôme, vous n'avez eu de cesse de déconstruire le système répressif et favoriser les sorties prématurées de prison. Et cerise sur le gâteau, Madame la ministre, si vous me permettez l'expression, vous nous promettez maintenant la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et l'abrogation de la rétention de sûreté pour les criminels dangereux. Le résultat de votre politique, eh bien, nous la connaissons depuis hier, puisque le ministre de l'Intérieur a publié les chiffres qui sont à la hausse, les chiffres de la délinquance. Alors ma question est simple, quand allez-vous vous remettre en cause, Madame la ministre, et écouter les Français déboussolés et exaspérés par votre laxisme? Il y a un énorme travail de surveillance, mais je pense que ce qui doit présider aujourd'hui, c'est l'esprit d'union derrière le président de la République, derrière les autorités pour la lutte contre ce terrorisme. Mais en même temps, on doit poser certaines questions. On apprend aussi que ce Yacine Sali était déjà inscrit sur une fiche S sécurité et que cette surveillance avait été levée 2 ans plus tard. Quand on fait le rapprochement, c'était la même chose pour Mohamed Merah, c'était la même chose pour Koulibaly. Je pense qu'il y a une interrogation et qui appelle des réponses. Comment se fait-il que des gens qui étaient signalisés quand même sur des fiches sécurité du territoire, à un certain moment, la surveillance est levée? C'est une question auquel le gouvernement doit répondre. Alors Mouadane, Sharaf Mouadane, était connu, vous l'avez dit, de nos services. Il avait été effectivement arrêté en 2013. Il tentait avec 2 amis à lui, dont Sami Animour, qui a participé aux attentats du Bataclan. Il tentait de partir dans une zone de djihad. Ils avaient été arrêtés, on leur avait supprimé leur passeport, on les avait mis sous contrôle judiciaire et on s'est aperçu qu'ils avaient pu récupérer leur passeport, apparemment sur décision de justice, notamment pour ce Mouadane qui vient d'être exécuté. Est-ce que vous vous dites, l'ancien magistrat que vous êtes, c'est un peu compliqué pour un magistrat de juger correctement, de prendre une décision correctement quand on est face à un jeune qui vient vous dire « j'ai fait des erreurs, je ne recommencerai plus », on lui rend son passeport et puis il se passe ce qui se passe derrière. Est-ce que les magistrats sont armés selon vous? Oui, alors il faut être très prudent parce que
cette restitution de passeport, c'est bien antérieure donc à tous les attentats qu'on a connus. C'est vrai. Hein, donc on ne connaissait pas la dangerosité évidemment de cet individu. Mais l'un d'entre eux participera aux attentats. Voilà, donc il ne faut pas accabler non plus les juges qui font leur travail avec les éléments qui sont en leur possession. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire justement? Mais alors la question qui est posée par cette affaire, c'est effectivement les moyens de la justice. Nous avions entendu d'ailleurs le juge Trévidic à l'époque dans le cadre de la commission d'enquête sur les filières djihadistes et qui avait fait part évidemment de son désarroi total par rapport au manque de moyens des juges, pas uniquement des juges, mais aussi des policiers en charge des enquêtes. Ceci m'amène à vous dire aussi, je pense qu'il faudra tôt ou tard créer des centres de rétention où les juges pourraient placer des individus qu'on n'incarcère pas parce que pas suffisamment d'éléments à preuve et à charge, mais en même temps qui présentent une dangerosité. Prison de Fresnes, à 17 km au sud de Paris. Bonjour monsieur Fenech, député, qui vient dans le cadre des visites pénitentiaires. En tant qu'ancien magistrat, Georges Fenech connaît bien le système carcéral français. Aujourd'hui, sa visite surprise l'amène à Fresnes. Cette prison expérimente depuis plus d'1 an le regroupement des détenus mis en cause dans des affaires de terrorisme. Vous en avez combien aujourd'hui ? Dans le quartier U2P, on en a 23. Comment vous l'appelez le quartier U2P, c'est l'unité de prévention du prosélytisme. D'accord. 23 vous dites, hein ? Oui, tout à fait. Ils ne sont pas isolés. Non, tout à fait. Vous allez voir par vous-même d'ailleurs. Ils sont bien à l'écart. Ils sont sur un étage. Sur un étage que j'avais visité. D'un côté d'un étage, mais on ne peut pas parler d'isolement. Non, ils participent aux activités avec les autres. Voilà, en promenade, ils sont entre eux. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, nous allons aborder ces questions-là, elle s'est trouvée confrontée à la surpopulation carcérale, refus de construire des prisons, et donc à partir de là, il faut évidemment vider les prisons, soit en ne les remplissant pas, soit en faisant qu'elles se vident le plus vite possible. Voilà en gros ce que je souhaitais dire sur la différence essentielle d'approche de cette question entre la majorité et l'opposition qui a vocation à redevenir majorité demain. L'objectif du regroupement est limiter l'influence de certains islamistes radicaux dans cette prison surpeuplée. Fresnes compte 2850 détenus pour seulement 1500 places. Les prisons aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah mais là, vous allez transformer en poudrière. Il y a une surpopulation carcérale, il va falloir construire des prisons pour nous mettre aux normes européennes. Georges Fenech a pu s'entretenir avec l'un de ces détenus regroupés. Il est arrivé à Fresnes il y a quelques semaines et il attend son jugement. Lui, il me dit qu'il a été radicalisé en prison lors de précédents séjours pour des délits de droit commun et qu'il est rentré en contact avec un détenu radical. Et qu'à la sortie de prison, il a essayé effectivement de constituer un groupe de jeunes radicalisés. Sincèrement, face à la menace terroriste, est-ce qu'on a besoin de mesures symboliques ou plutôt de mesures efficaces? Alors, les mesures symboliques, ça, on est un peu les champions des mesures symboliques, des grandes déclarations. Oui, vous avez raison, c'est du domaine du symbole, mais c'est pas uniquement du domaine du symbole. Et ça, on ne le dit pas assez. Pourquoi? Parce que si un Français binational se rend sur un territoire extérieur pour faire la guerre en Syrie, lorsqu'il revient, s'il est déchu de sa nationalité, on n'est pas obligé de l'accueillir à nouveau. On peut lui interdire l'accès au territoire. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas. C'est-à-dire que les djihadistes, dont on n'a aucune preuve précise pour les judiciariser à leur retour, on est obligé de les recevoir, de les surveiller, de les encadrer, etc. Et nous sommes effectivement en guerre contre l'État islamique. On nous regarde de là-bas. Et voir cette agitation et cette division, ça ne peut que profiter à nos adversaires. C'est une mesure qui coule de bon sens, je dirais. Quelqu'un qui retourne les armes contre son pays, qui est binational, il ne mérite plus la nationalité. Un djihadiste qui est déchu de sa nationalité française, eh bien, il a pris un billet à l'essence, pas. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas que la déchéance de nationalité dans ce qu'a annoncé Manuel Valls. Il y a aussi la rétention de sûreté pour les terroristes. Or, moi je me souviens que Mme Taubira avait dit la rétention de sûreté, il faut la supprimer, même pour les criminels de droit commun. Donc franchement, je ne vois pas comment elle pourrait convaincre sa majorité si elle-même n'est pas convaincue pour soutenir ce texte. Donc c'est aussi notre souveraineté de dire qu'un individu ne mérite plus la nationalité française parce qu'il a failli à l'essentiel. Donc il faut reculer. Non, je crois que la division... Ça n'est pas l'essentiel. La division, c'est dans le microcosme politique. Regardez les sondages. 90% des Français sont pour. 90% comprennent cette mesure, même si elle a une forte connotation symbolique. Donc il ne faut pas qu'il y ait de fossé
entre la classe politique et les Français qui réclament cette mesure. Je crois qu'on confond tout. Il y a 3,5 millions de binationaux en France. Ce n'est pas d'eux dont il s'agit. Il s'agit de terroristes, d'une poignée d'individus qui ne méritent plus la nationalité française. Georges Fenech, tout d'abord, pourquoi avez-vous voté ce matin l'état d'urgence prolongé? Oui, j'ai voté. J'ai voté sans état d'âme et nous avons voté avec l'ensemble du groupe Les Républicains cette loi de prorogation et de modification à la marge, finalement, une modernisation de la loi de 1955. Nous estimons en effet que des mesures doivent être prises pour que nos forces de police, nos forces de gendarmerie puissent prendre des mesures urgentes dans le cadre de la loi d'urgence, sans les lourdeurs judiciaires que la situation... Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Premier ministre a déclaré devant nous hier que la France était en guerre contre l'islamisme radical. Nous le soutenons dans sa volonté de protéger nos valeurs et nos compatriotes. Et nous ferons nos propres propositions en ce sens. Mais dans ce contexte d'union nationale, je m'étonne, Madame la Ministre, et sans esprit polémique, croyez-le bien, que des dernières instructions de votre ministère adressées aux procureurs et qui, à l'évidence, vont à l'encontre de ces objectifs. En effet, dans une circulaire du 26 décembre dernier, vous demandez à ce que tous les détenus purgeant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement puissent bénéficier aux 2/3 de leur peine d'une libération sous contrainte, mais sans condition, puisqu'ils n'auront même pas l'obligation de produire un projet de réinsertion professionnelle. Selon vos propres estimations, Madame la Ministre, ce seront quelques 20 000 détenus qui vont prochainement recouvrer la liberté et donc faire courir un nouveau risque à nos concitoyens. Et de même, et c'est encore plus déroutant, une circulaire datée du 9 janvier, c'est-à-dire 2 jours après les attentats, vous demandez à ce que le régime des réductions de peine des primo-délinquants soit également étendu aux récidivistes, lesquels donc recouvreront la liberté au plus vite, et parmi eux, disons-le, il faut le craindre, quelques candidats au djihadisme. Alors, dites-nous, Madame la Ministre, comment, selon vous, les policiers et les gendarmes pourront se consacrer à la lutte contre le terrorisme s'ils doivent courir après des milliers de délinquants prématurément remis en liberté? Car aujourd'hui, Monsieur Cahuzac, nous ne pouvons pas recevoir vos paroles parce qu'elles sont en contradiction flagrante. Vous ne pouvez pas dire « je ne me souviens pas » de ces propos échangés dans cette salle attenante. Ça n'est pas crédible. Donc je vous demande, Monsieur Cahuzac, de bien peser vos déclarations, car là, nous sommes sous le coup de la loi pénale, du faux témoignage. Il est encore temps pour vous de revenir à une réalité, non plus un déni de réalité, et de nous dire exactement ce qui s'est passé à l'issue du Conseil des ministres. Réponse. Tout à l'heure, le président maniait l'ironie, vous maniez maintenant, vous, la menace, c'est votre droit. Ni l'ironie ni la menace ne me feront dire des choses dont je n'ai aucun souvenir. Je n'accepte pas, Monsieur Cahuzac, que vous me parliez sur ce ton. Nous sommes ici des commissions d'enquête. Non, mais attendez. Restons. Attendez. Restons. Je n'ai pas brandi la main, j'applique simplement la loi et les pouvoirs de notre commission d'enquête. J'attire l'attention solennellement de Monsieur Cahuzac sur le mensonge qui apparaît flagrant aujourd'hui. Il est flagrant puisque Pierre Moscovici nous a expliqué. Monsieur Cahuzac ne peut pas prétendre ne pas se souvenir. Ma question concerne le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, Céphale, qui constituerait, de mon point de vue, de nombreux élus, une erreur majeure pour l'avenir de toute une région s'il était retenu en état actuel. Et je voudrais associer d'ailleurs à cette question les élus du Grand Est lyonnais, regroupés au sein de l'association Parfaire et au-delà de tout clivage politique. J'associe également les riverains, regroupés au sein des associations Fracture et Sauvegarde Rive Droite, qui regroupent plusieurs dizaines de milliers d'adhérents pour les communes de... Pardonnez-moi cette énumération, mais elle montre l'importance de ce sujet. Je pense aux communes de Chaponnet, Toussieux, Saint-Priest, Mions, Corbat, Vénissieux, Communet, Saint-Symphorien-d'Ozon, Cérézin-du-Rhône, Simande, Solèze, Ternay, Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu, Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Galles, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Rhône, Ampuis, Tupin-Semont, Condrieu, Vérin, Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanais, Malval, Saint-Pierre-de-Bœuf, Limonier et Serrières. Monsieur le ministre, sur la question du report modal,
il est certes souhaitable de créer pour le fret ferroviaire ce qui a été fait pour le transport des voyageurs, c'est-à-dire des infrastructures spécifiquement conçues pour être performantes et donc réellement concurrentielles par rapport au transport routier. Or, l'actuel projet de contournement de l'agglomération lyonnaise pour le fret ferroviaire, s'il était retenu, traverserait de plein fouet, notamment le sud-est lyonnais, zone en pleine croissance démographique, vous le savez, et présenterait une réelle menace pour les populations directement impactées. En outre, comment accepter que les grands crus de la vallée du Rhône, notamment la Côte-Rôtie, le Condrieu, auquel vous êtes sensible, monsieur le ministre, je n'en doute pas, 2 fleurons viticoles qui participent à la renommée de toute une région et de notre pays dans le monde. La filière viticole, vous le savez, c'est la 2e ressource de devises en France. Comment imaginer que ces fleurons soient sacrifiés au profit d'un contournement ferroviaire programmé pour faire passer l'ensemble du fret européen au pied des vignes par un défilé quotidien estimé à environ 300 trains d'une longueur de 1 km. Alors que des alternatives, monsieur le ministre, existent, elles sont crédibles, moins nuisibles pour la partie sud du céphale, notamment celle d'un tracé le long de la ligne LGV existante. D'autre part, cette partie sud doit se faire en même temps, j'insiste bien, que la partie nord, pour ne pas pendant des années déverser tout le trafic sur les lignes existantes, déjà saturées, inadaptées, certaines remontent à 1875 et situées en pleine agglomération. Mais surtout, monsieur le ministre, il serait responsable donc de choisir un autre projet qui ne serait pas plus onéreux que l'actuel si on y intègre le coût des aménagements obligatoires qu'il induit. Suppression des passages à niveau, pont sur le Rhône, protection acoustique, préservation des nappes phréatiques, et qui résolve une fois pour toutes la problématique du nœud lyonnais, tout en garantissant une solution dans le cadre du développement durable, en respectant les aspirations légitimes des populations en matière de sécurité et de qualité de vie, et en préservant, je l'ai dit, les intérêts économiques de toute une région. Or, à ce jour, monsieur le ministre, force est de constater que la concertation est au point mort. Le comité de pilotage en préfecture de Rhône ne se réunit plus depuis plusieurs années. En conclusion, monsieur le ministre, si nul ne conteste la nécessité de développer le fret ferroviaire et les alternatives au tout routier, mais aussi de résoudre la question réelle du nœud ferroviaire lyonnais, je souhaiterais savoir si le gouvernement a l'intention de demander à Réseau Ferré de France de privilégier un autre tracé que celui actuellement retenu, qui ne serait pas plus coûteux, je l'ai démontré, qui permettrait un vrai contournement ferroviaire tout en préservant les populations, l'environnement, notre viticulture, monsieur le ministre, et d'une manière générale, les équilibres territoriaux. Je vous remercie.